Trump sur le point d'admettre la défaite. Pourquoi l'Iran a dû affronter l'Amérique seule? La grammaire d'un homme qui cherche la sortie. Il y a une façon de parler propre aux dirigeants qui ont compris qu'ils ont perdu mais qui ne peuvent pas encore le dire. Une façon de reformuler les objectifs pour les aligner sur ce qui a été obtenu, de redéfinir le succès pour englober le résultat réel, de multiplier les déclarations contradictoires pour brouiller les repères et rendre toute évaluation définitive difficile. Donald Trump maîtrise cet art avec une virtuosité que même ses adversaires doivent lui reconnaître. Et depuis le 9 mars 2026, il en donne une démonstration qui ne trompe plus grand monde. Ce jour-là, lors d'une conférence de presse qui fera date, Trump a prononcé une phrase que ses propres partisans ont eu du mal à entendre. « Nous avons déjà gagné à bien des égards, mais nous n'avons pas encore assez gagné. » Cette formulation, tordue comme un bretzel rhétorique, dit exactement ce qu'elle prétend ne pas dire. Quelqu'un qui a vraiment gagné n'éprouve pas le besoin de préciser qu'il n'a pas encore assez gagné. Quelqu'un qui cherche une sortie honorable, en revanche, commence à construire le récit de sa victoire avant même que les conditions de cette victoire soient définies. Trump a ensuite ajouté, interrogé sur la différence entre ses déclarations optimistes et celles, nettement plus belliqueuses, de son secrétaire à la défense Pete Hegseth. Les deux peuvent être vrais. La guerre est presque finie et elle ne fait que commencer. L'objectif a été atteint et il reste à atteindre. La logique s'effondre, mais l'image tient encore debout, à peine. Salut à tous, je suis Alexandre Vauclair, analyste géopolitique et de la finance et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Veuillez soutenir la chaîne en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Cela m'aide à produire davantage d'analyses qualitatives pour vous. Je compte sur votre soutien. Partagez la vidéo autour de vous et merci de l'avoir fait. On continue. Axios, CNBC, NPR et Responsible Statecraft ont tous titré la même chose le lendemain de cette conférence de presse, un homme qui veut sortir de la guerre. Les conseillers de Trump, selon Political Wire, le pressent de trouver ce que la novlangue washingtonienne appelle désormais une exit ramp, une voie de sortie. Le Dow Jones et le Nasdaq ont bondi lundi sur ces signaux d'apaisement, les marchés lisant ce que les discours officiels ne disent pas encore explicitement. L'argent, comme toujours, comprend avant les mots. Tomahawks et mensonges, l'école iranienne qui ne s'efface pas. Mais avant d'analyser la sortie, il faut mesurer l'impasse dans laquelle cette administration s'est enfoncée jusqu'aux genoux. L'une des images les plus révélatrices du délitement moral de cette guerre n'est pas une explosion filmée depuis un drone. C'est une question posée à Trump en conférence de presse et la réponse qui a suivi. Des preuves vidéo, des analyses balistiques, des témoignages concordants indiquent qu'un missile américain Tomahawk a détruit une école de filles à Téhéran, tuant 170 enfants et adolescentes. Confronté directement à cette question par des journalistes, Trump a répondu qu'il n'avait pas vu la vidéo et qu'il pourrait très bien s'agir d'un missile iranien ou d'un missile appartenant à un autre pays. Cette réponse mérite qu'on s'y arrête une seconde. Le missile Tomahawk est une technologie sous licence exclusive américaine. En dehors des États-Unis, seul le Royaume-Uni, l'Australie, le Japon et les Pays-Bas en disposent. Israël n'en possède pas. L'Iran, naturellement, n'en a jamais eu. Le mensonge était si transparent, si fragile, que même les médias habituellement accommodants avec l'administration Trump ont eu du mal à le retranscrire sans guillemets d'incrédulité. C'est dans ce contexte de guerre menée dans le déni de ses propres actes que l'Iran combat depuis 10 jours. Un peuple sous les bombes d'un ennemi qui nie même la nature des bombes qu'il largue. Une nation dont les enfants meurent dans leurs écoles pendant que le responsable de leur mort prétend ne pas savoir de quel pays vient le missile. Il est difficile de mesurer l'abîme moral que représente cette séquence pour quiconque regarde la scène avec les yeux de Téhéran plutôt que de Washington. Le Venezuela et l'Iran, l'erreur de casting. Pour comprendre l'ampleur du malentendu stratégique qui a mené cette administration dans ce bourbier, il faut écouter Trump lui-même expliquer ce qu'il pensait accomplir. Dans un entretien cité par le New York Times, Trump a décrit le modèle auquel il pensait, le Venezuela. Ce que nous avons fait au Venezuela, je pense que c'est le scénario parfait. Les dirigeants peuvent être choisis. C'est cette vision qui a présidé à la planification de l'opération Epic Fury. Frapper vite, fort, décapiter le leadership et le reste se met en place comme des dominos. Sauf que l'Iran n'est pas le Venezuela, pas structurellement, pas historiquement, pas culturellement, pas militairement. Au Venezuela, l'État est construit sur une économie pétrolière mono-exportatrice avec des institutions fragiles et une dépendance aux fluctuations d'un seul marché. L'Iran est une civilisation de 25 siècles, avec des institutions multiples et parallèles, une culture de résistance forgée dans les guerres, les sanctions et l'isolement,
une armée dont le commandement opérationnel a été délégué suffisamment bas dans la hiérarchie pour survivre à la mort de ses généraux, et un peuple dont la fierté nationale transcende les divergences politiques internes dès lors que le sol national est bombardé par une puissance étrangère. Le New York Times a rapporté une déclaration de Trump lors d'un échange avec des journalistes qui résume mieux que n'importe quelle analyse le résultat concret de cette confusion stratégique. La plupart des gens que nous avions en tête sont morts. Bientôt, nous n'allons plus connaître personne. Cette phrase est d'une honnêteté involontaire absolument saisissante. Les bombes américaines et israéliennes ont tué exactement les interlocuteurs modérés que Washington espérait utiliser pour une transition négociée. Et ce qu'elles ont laissé à leur place, c'est un homme au profil autrement plus intransigeant. Mojtaba Khamenei, la radicalisation que les bombes ont fabriquée. Mojtaba Khamenei, 56 ans, confirmé comme troisième guide suprême de la République islamique, n'était pas le successeur que Washington espérait. Il n'est ni réformateur, ni technocrate, ni diplomate. C'est un homme de l'ombre des services de sécurité, profondément intégré dans les réseaux des gardiens de la Révolution, dont l'engagement dans la guerre Iran-Irak remonte à l'âge de 17 ans. Jamais élu, jamais exposé. Il a exercé le pouvoir des coulisses pendant des décennies, en courtier et en gardien du temple, pas en bâtisseur de ponts. Trump a dit publiquement qu'il était déçu par ce choix. Cette déclaration est peut-être la plus irréfléchie de toute cette guerre. L'administration Trump a tué le père de Mojtaba Khamenei, sa mère, sa femme et une large part de sa famille dans les premières frappes de l'opération Epic Fury. Elle a ensuite déclaré sa déception quand cet homme, dont la famille vient d'être anéantie par les bombes américaines et israéliennes, s'avère être peu disposé à la négociation. Il faudrait disposer d'une conception particulièrement singulière de la psychologie humaine pour s'attendre à autre chose. Ce que les stratèges américains qui ont planifié cette guerre n'ont apparemment pas intégré dans leur modèle, c'est que les frappes de décapitation ne produisent pas de dirigeants modérés. Elles produisent des successeurs animés par le deuil autant que par l'idéologie. Et dans le cas iranien, les deux se renforcent mutuellement jusqu'à créer une détermination que Washington aura du mal à épuiser avant que ses propres contraintes domestiques ne l'obligent à chercher une sortie. L'isolement iranien, 1000 ans d'histoire en 10 jours. La question qui résonne comme un reproche dans les cercles d'analyse depuis le début de ce conflit est peut-être la plus douloureuse pour ceux qui admirent la résistance iranienne. Pourquoi l'Iran combat-il seul ? 16 pays ont été frappés ou touchés par les débordements de cette guerre selon le grand continent. Mais aucun ne s'est porté volontaire pour soutenir Téhéran ouvertement, militairement, officiellement. Ni les pays arabes, ni les puissances musulmanes, ni même la Chine et la Russie qui partagent pourtant avec l'Iran un intérêt stratégique évident à voir la puissance américaine s'user dans ce bourbier. Pour comprendre cet isolement, il faut remonter au-delà de cette guerre. Il faut remonter à des fractures qui précèdent de plusieurs siècles la création de l'État iranien moderne. L'Iran est une civilisation persane, pas arabe. Cette distinction que les médias occidentaux escamotent souvent dans leur présentation géographique de la région est fondamentale pour comprendre les dynamiques politiques du Moyen-Orient. La langue iranienne est le farsi, langue indo-européenne sans lien structurel avec l'arabe. La culture iranienne est héritière des empires achéménides, parthes et sassanides, empires qui existaient déjà depuis des siècles quand les premières armées arabes ont traversé le Zagros au 7e siècle. Le nom même d'Iran, terre des Ariens, porte en lui cette identité pré-islamique qui ne s'est jamais totalement effacée derrière la religion. Quand les armées arabes ont conquis la Perse au 7e siècle, elles ont apporté l'islam. Mais elles n'ont pas effacé la perséité. Les Iraniens se sont islamisés sans s'arabiser. Cette résistance identitaire a produit 9 siècles plus tard une rupture religieuse d'une importance géopolitique considérable. Au XVIe siècle, les Safavides ont fait du chiisme la religion d'État de l'Iran. Ce choix n'était pas purement spirituel, c'était une décision stratégique destinée à différencier l'Empire perse de l'Empire ottoman, son grand rival sunnite. En imposant le chiisme, les Safavides créaient une frontière religieuse qui doublait la frontière ethnique et linguistique existante. Ils consolidèrent le pouvoir en unifiant la population autour d'une identité religieuse distincte. Mais ils produisaient aussi, pour les siècles suivants, une ligne de fracture permanente avec le reste du monde musulman, dont 85% des fidèles sont sunnites. C'est cette fracture, vieille de 5 siècles et ravivée depuis la révolution islamique de 1979, qui explique en grande partie la solitude iranienne dans cette guerre. Les monarchies du Golfe, sunnites dans leur grande majorité, n'ont jamais regardé l'Iran révolutionnaire chiite comme un allié ou un frère. Elles l'ont regardé comme une menace existentielle pour leur stabilité dynastique.
Quand Khomeini a proclamé en 1979 que la révolution iranienne avait vocation à s'exporter au-delà des frontières de l'Iran, il a provoqué une panique dans les palais de Riyad, Abu Dhabi, Koweït et Manama. Ces dynasties avaient compris immédiatement que l'islamisme révolutionnaire iranien était aussi dangereux pour elles que pour Israël. Le croissant chiite et la peur des monarchies sunnites. Depuis 1979, la politique étrangère iranienne a accentué cette méfiance en construisant ce que ses adversaires appellent l'axe de la résistance, un réseau de mouvements et de milices chiites ou pro-iraniens qui s'étend du Liban au Yémen en passant par l'Irak et la Syrie. Hezbollah au Liban, milice Hajj al-Sha'bi en Irak, Houthis au Yémen, soutien au régime d'Assad en Syrie. Ce croissant chiite, qui traverse le Moyen-Orient de Beyrouth à Téhéran, a toujours été perçu par les monarchies du Golfe comme une entreprise de déstabilisation de leur ordre régional. Chaque fois qu'une milice soutenue par l'Iran gagnait en influence dans un pays voisin, Riyad y voyait Téhéran avancer ses pions dans une partie d'échecs régionale à somme nulle. Résultat, quand la guerre a éclaté le 28 février, les pays du Golfe se trouvaient dans une position inconfortable. Ils abritaient des bases militaires américaines dont ils ne voulaient pas qu'elles soient utilisées comme tremplin contre l'Iran. Plusieurs avaient dit publiquement, avant les frappes, qu'ils refusaient que leur territoire serve à des opérations militaires contre Téhéran. Mais quand les missiles iraniens ont commencé à tomber sur leurs propres raffineries, leurs aéroports et leurs zones résidentielles, cette neutralité formelle s'est muée en quelque chose de plus ambigu. Les Émirats arabes unis ont réduit leur production pétrolière. Le Koweït a suivi. La raffinerie de Ras Tanura en Arabie Saoudite a été touchée. L'aéroport de Dubaï a été perturbé pendant plusieurs jours. Ce n'est pas ainsi qu'on gagne des alliés dans une région où la prospérité économique est le fondement de la légitimité dynastique. L'Iran avait pourtant tenté une ouverture. Le président Pezeshkian avait présenté des excuses publiques aux pays voisins, affirmant que Téhéran ne cherchait pas à attaquer des États amis, mais seulement les bases américaines sur leur territoire. La proposition était diplomatiquement habile. Si vous expulsez les Américains de votre sol, nous garantissons la sécurité de vos navires dans le détroit d'Ormuz. C'était un exit ramp offert aux monarchies du Golfe pour se désengager de facto du camp américano-israélien sans humiliation formelle. L'offre n'a pas encore été saisie. Elle est sur la table. La Chine, la Russie et l'art de l'ambiguïté calculée. Les deux puissances qui auraient le plus à gagner d'une défaite stratégique américaine dans cette guerre maintiennent une posture de soutien feutré qui ne franchit jamais le seuil de la cobelligérance. La Russie transmet des renseignements, partage des données de localisation, mais n'intervient pas militairement. La Chine condamne les frappes, a dépêché un médiateur à Téhéran, mais préserve ses relations avec les monarchies pétrolières du Golfe, dont elle dépend pour 40% de ses importations d'hydrocarbures. Ces deux acteurs ont calculé, avec une logique froide qu'on peut trouver cynique mais pas irrationnelle, que l'Iran leur est plus utile en absorbant la puissance américaine qu'en les entraînant dans un conflit direct. La Chine, notamment, se retrouve dans une position délicate que l'analyste de la RTS a bien résumée. Ses besoins pétroliers colossaux dépendent pour plus de 40% des exportations des pays que l'Iran est précisément en train de bombarder. Elle a tout intérêt à calmer le jeu, à jouer les médiateurs, à préserver son accès à l'énergie du Golfe, tout en affaiblissant marginalement la position américaine dans la région par des soutiens techniques discrets à Téhéran. Ce double jeu lui permet de garder les mains propres diplomatiquement tout en encaissant les dividendes stratégiques d'un affaiblissement américain. Pour l'Iran, cette réalité est cruelle. C'est une nation qui résiste seule, sous les bombes, pendant que ses partenaires stratégiques calculent leurs intérêts à distance. Mais cette solitude forcée révèle aussi quelque chose d'essentiel sur la force de cet État. Il tient quand même. Sans alliance formelle, sans soutien militaire direct, sans couverture diplomatique d'une grande puissance, l'Iran, au 10e jour de la guerre la plus intense qu'il ait jamais connue, répond encore, tire encore, résiste encore, l'exit rampe et ses conditions impossibles. Le 9 mars, les services de renseignement iraniens ont contacté indirectement la CIA via un pays tiers pour explorer les conditions d'une fin du conflit. Cette information, révélée par le New York Times, indique que quelque chose se passe dans les coulisses que les déclarations publiques ne reflètent pas encore. Téhéran, qui jure publiquement qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, sonde discrètement les conditions d'un tel cessez-le-feu. Washington, qui martèle officiellement ses objectifs de guerre, cherche en même temps une sortie que ses propres marchés, sa propre opinion publique et ses propres conseillers réclament de plus en plus ouvertement. Mais les conditions de cet accord sont loin d'être évidentes. Responsible Statecraft, l'un des organes d'analyse les plus lucides sur ce dossier, a identifié le problème central. L'Iran ne peut pas accepter un cessez-le-feu qui le laisserait dans une position plus vulnérable qu'avant le 28 février.
Ses infrastructures bombardées, son programme balistique dégradé, sa capacité d'exportation pétrolière compromise, ses infrastructures de sanctuaires diplomatiques réduites par les frappes. Si la guerre s'arrête maintenant, Washington pourrait se regrouper, se réarmer et reprendre dans 6 mois avec un ennemi affaibli et des défenses reconstituées. L'Iran a besoin, pour accepter une paix durable, de garanties qui transforment structurellement la situation régionale. Un allègement de sanctions, un dégel des avoirs gelés, une garantie de non-reprise des hostilités. Des conditions que Trump, qui exigeait encore il y a 2 jours une capitulation inconditionnelle, aura du mal à concéder publiquement. C'est ici que la géographie politique américaine entre en jeu. Les élections de mi-mandat approchent. L'essence est à 4 $ le gallon. 53% des Américains s'opposent à l'intervention militaire selon un sondage Quinnipiac publié le 9 mars. Le Pentagone a brûlé 5,6 milliards de munitions dans les 2 premiers jours du conflit. Et l'Iran, à en croire les communications de son Parlement, n'est pas demandeur d'un cessez-le-feu. Les gardiens de la révolution ont répondu aux signaux d'apaisement de Trump par une déclaration sans ambiguïté. C'est eux qui décideront quand la guerre prend fin, pas Washington. Et qu'il ne sortirait pas 1 litre de pétrole du Golfe tant que les frappes américano-israéliennes se poursuivaient. Le bilan d'une illusion. Il y a quelque chose de vertigineux à mesurer le chemin parcouru entre le 28 février et le 10 mars. En 10 jours, la coalition la plus puissante jamais assemblée contre un seul État a déclenché la crise énergétique la plus grave depuis les années 70, isolé diplomatiquement les États-Unis à un degré que même la guerre d'Irak n'avait pas atteint. Installé au pouvoir en Iran un dirigeant plus radical que celui qu'elle cherchait à renverser, détruit ses propres radars dans la région pour plusieurs milliards de dollars, épuisé une partie significative de ses stocks d'intercepteurs antimissiles et n'a toujours pas atteint un seul de ses objectifs initiaux déclarés. Le régime iranien n'est pas tombé. La population iranienne ne s'est pas soulevée pour demander la libération américaine. Le programme balistique, dispersé dans des kilomètres de tunnels souterrains, continue de tirer. Et Trump envoie des signaux contradictoires à une cadence qui suggère non pas une stratégie, mais une improvisation frénétique à la recherche d'une formule magique qui lui permettrait de crier victoire en se retirant. L'Iran, lui, n'a pas besoin de victoire, il a besoin de survivre, et ce qu'il est en train de démontrer, seul, sous les bombes, sans alliés déclarés, avec une économie ravagée et des villes recouvertes de fumée noire, c'est que survivre contre la première puissance militaire mondiale est possible, que cela est possible quand 40 ans de préparation souterraine précèdent le premier tir, que cela est possible quand un peuple refuse de plier même quand ses dirigeants sont tués et ses enfants ensevelis sous les décombres d'une école bombardée par un missile dont l'auteur prétend ne pas le reconnaître. Il n'y a pas de victoire propre dans cette guerre. Il n'y en aura probablement pas. Mais s'il y a une leçon que les 10 premiers jours de l'opération Epic Fury auront enseigné au monde, c'est qu'un peuple qui a décidé de ne pas perdre est un adversaire que les bombes intelligentes, à elles seules, ne peuvent pas soumettre. L'Oman, le Pakistan, la Turquie, les neutres qui regardent. Parmi les 7 voisins directs de l'Iran, aucun ne s'est ouvertement rangé à ses côtés. Mais il serait inexact de dire qu'ils ont tous rejoint le camp américano-israélien. Leur positionnement est plus nuancé, plus prudent, et révèle les lignes de fracture complexes qui structurent la géopolitique régionale au-delà de la simplification sunnite-chiite. Le sultanat d'Oman est le cas le plus instructif. Ce pays pratique l'islam ibadite, une branche ancienne qui précède même le schisme sunnite-chiite du 7e siècle et qui a historiquement cultivé une neutralité diplomatique que ses voisins lui envient et parfois lui reprochent. Oman a simultanément maintenu des relations diplomatiques cordiales avec l'Iran, Israël et l'Occident pendant des décennies, jouant régulièrement le rôle d'intermédiaire discret dans les négociations les plus sensibles du Moyen-Orient. C'est d'ailleurs par le canal omanais que des contacts indirects auraient été initiés entre Téhéran et Washington dans les tout premiers jours du conflit, selon plusieurs sources diplomatiques. Cette neutralité omanaise n'est pas de l'indifférence. C'est une forme sophistiquée de survie géopolitique dans un voisinage où prendre parti trop clairement peut coûter cher. Le Pakistan se trouve dans une position différente, mais tout aussi délicate. Ses relations avec l'Iran ont toujours été compliquées par la présence de minorités chiites importantes sur son territoire, par des tensions récurrentes à la frontière avec le Baloutchistan iranien et par ses liens économiques profonds avec Riyad. Dans l'équation actuelle, Islamabad dépend trop de l'aide financière saoudienne et de la bienveillance américaine pour se permettre un soutien public à Téhéran. Le silence pakistanais dans ce conflit n'est pas de la sympathie pour Washington, c'est la prudence d'un État qui doit nourrir sa population avant de faire des choix idéologiques. La Turquie d'Erdogan, enfin,
navigue avec une habileté tout ottomane entre les intérêts contradictoires qui la traversent. Ankara est membre de l'OTAN, mais entretient des relations commerciales et énergétiques importantes avec Moscou et Téhéran. Elle a condamné les frappes américano-israéliennes tout en maintenant ouvertes ses lignes de communication avec Washington. Elle a annoncé l'interception d'un missile qui se dirigeait vers son territoire, l'Iran ayant démenti formellement toute intention hostile, dans une séquence qui dit bien la complexité des positions turques dans ce conflit. Erdogan joue simultanément la carte islamique pour son opinion domestique et la carte pragmatique pour sa diplomatie internationale. Ce n'est ni du soutien à l'Iran, ni de l'alignement sur Washington. C'est de l'équilibrisme de haute précision au-dessus d'un Moyen-Orient en feu, quand Israël et l'Amérique ne parlent plus le même langage. L'un des développements les plus révélateurs de cette deuxième semaine de guerre est la visibilité croissante des fractures au sein de la coalition américano-israélienne elle-même. Ces fractures ne sont pas nouvelles, elles existaient dès la planification de l'opération, masquées par la nécessité de présenter un front uni. Mais, sous la pression des événements, elles commencent à se montrer avec une franchise qui rend la mise en scène de l'unité de plus en plus difficile. L'exemple le plus parlant reste l'épisode des frappes sur les installations énergétiques iraniennes. 80 chasseurs israéliens, 230 bombes, 30 dépôts de carburant incendiés autour de Téhéran, une opération menée, selon plusieurs publications numériques américaines, sans en informer Washington au préalable. La réaction de l'administration Trump, toujours selon ces mêmes sources, aurait été de fureur. Hegseth et les conseillers militaires avaient à beau vouloir priver l'Iran de carburant, Trump regardait les flammes sur ses écrans et voyait le prix de l'essence grimper en temps réel sur ses indicateurs économiques. L'Amérique brûlait symboliquement l'Iran et physiquement son propre bilan économique. La déclaration d'un conseiller de Trump, cité nommément dans des rapports américains, résumait la situation avec une brutalité désarmante. Le président n'aime pas du tout cette attaque, il veut conserver le pétrole, pas le brûler. Israël veut la destruction totale de l'Iran. L'Amérique voulait un changement de régime rapide et une stabilité pétrolière qui en découlerait. Ces deux objectifs, incompatibles dans leur rythme et dans leur nature, produisent une alliance qui tire dans deux directions différentes dès que le scénario initial s'éloigne. Le signe le plus clair de cette divergence est peut-être venu des officiels israéliens eux-mêmes, qui ont confié au Washington Post qu'ils cherchaient désormais une exit ramp. Israël, qui voulait détruire l'Iran, regarde la résistance iranienne s'étirer dans le temps et commence à calculer ce que coûtera une guerre d'attrition sur 10 ans contre un pays de 90 millions d'habitants. Et Netanyahou, qui a entraîné Trump dans cette guerre en lui promettant une victoire rapide, doit maintenant expliquer à son allié américain pourquoi la victoire tarde. Ce que Trump ne pourra jamais dire. La vérité que cette administration ne pourra jamais formuler publiquement, quelle que soit la formule rhétorique choisie pour habiller la sortie, c'est que l'Iran a résisté là où tous les modèles prévoyaient qu'il s'effondrerait, que la stratégie de changement de régime par décapitation du leadership s'est heurtée à une organisation militaire et institutionnelle conçue précisément pour survivre à ce type d'attaque, que l'économie de la guerre, avec des missiles iraniens à quelques centaines de milliers de dollars tirant contre des intercepteurs américains à plusieurs millions, crée une équation structurellement défavorable à la coalition la plus riche. Que l'isolement diplomatique de l'Iran, réel et documenté, n'a pas empêché cet Iran isolé de tenir 10 jours face à la coalition la plus puissante de l'histoire contemporaine. Ce que Trump ne peut pas dire, c'est que 6 présidents avant lui avaient regardé cette équation et conclu que la guerre n'était pas gagnable à un coût acceptable. Que ces 6 présidents, peu importe leur qualité ou leurs défauts, avaient compris quelque chose que Trump, sous la pression des fichiers Epstein et de l'alliance israélienne, n'a pas pris le temps de comprendre, que l'Iran n'est pas l'Irak de 2003 ni la Libye de 2011, que frapper n'est pas vaincre, et que les peuples qui ont décidé de ne pas se rendre ne se rendent pas, même sous les bombes les plus sophistiquées du monde. Pour l'Iran, cette guerre n'est pas encore gagnée. Elle ne le sera peut-être jamais dans les termes classiques de la victoire militaire. Mais elle est en train d'être perdue par l'autre camp, et c'est parfois la même chose.